Dans un petit village reculé, un homme est exilé pour une habitude étrange et dangereuse, manger de la terre. Considéré comme un paria, il trouve refuge dans les collines, où sa compulsion le pousse à déguster le sol. C'est là, grâce à son palais unique, qu'il découvre un secret caché sous ses pieds, un trésor minéral qui pourrait sauver la communauté même qu'il a rejetée. C'est une histoire sur la manière dont la plus étrange des faiblesses peut se révéler être la plus grande des forces. Si vous aimez les récits de rédemption inattendus, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Silas Moreau était un monde de textures et de saveurs que personne d'autre ne pouvait comprendre. Depuis sa plus tendre enfance, il était affligé d'une compulsion étrange et honteuse, un trouble que les médecins de la ville lointaine avaient appelé pica, avec une spécialisation pour la géophagie. En termes plus simples, Silas mangeait de la terre. Ce n'était pas une faim, ni une gourmandise. C'était un besoin, une soif primale, une nécessité aussi impérieuse que celle de respirer. Il ne mangeait pas n'importe quelle terre. Son corps, son instinct, le guidaient. Il y avait des jours où il désirait la texture douce et veloutée de l'argile rouge du bord de la rivière, qui laissait en bouche un goût frais et ferreux. D'autres jours, il avait besoin du craquant des sols sableux des hautes plaines, un goût plus neutre, presque minéral. Il était le seul à connaître la carte des saveurs de sa vallée. Dans le petit village de Roche-Grise, une communauté rurale et conservatrice nichée au cœur du Massif central, cette habitude était considérée non pas comme une maladie, mais comme une aberration, une forme de folie. Enfant, on se moquait de lui. Adolescent, on le fuyait. Adulte, on le craignait. Il était Silas le mange-terre, le paria, l'excentrique. Il vivait avec ses parents, dans la ferme familiale, travaillant dur, parlant peu, essayant de cacher sa compulsion. Mais dans une petite communauté, aucun secret ne reste longtemps caché. Les gens le voyaient revenir des champs avec de la terre sur les lèvres, ou le surprenaient parfois, accroupi dans un coin isolé, portant une motte de terre à sa bouche. La peur, née de l'ignorance, se transforma en rejet. On commença à associer sa maladie à tous les maux du village. Une récolte qui pourrissait, un puits qui s'asséchait, un enfant qui tombait malade. C'était forcément la faute de Silas, de son habitude contre nature qui devait attirer le malheur. Le jour de son exil fut un jour gris de fin d'automne. Après la mort de ses parents, il s'était retrouvé seul, sans personne pour le protéger. Le conseil du village, dirigé par le maire, un homme austère et pétri de superstition, avait pris sa décision. Il ne fut pas chassé avec violence, mais avec la froideur d'une sentence administrative. On lui signifia qu'il n'était plus le bienvenu au sein de la communauté. On lui offrit une vieille cabane de berger abandonnée, à plusieurs kilomètres du village, dans les collines les plus reculées et les plus arides de la région. C'était un exil poli, une mise à mort sociale. Silas ne protesta pas. Il accepta son sort avec la résignation silencieuse qui le caractérisait. Il emporta avec lui quelques outils, des vêtements et les souvenirs de ses parents. Il quitta le village sans un regard en arrière, suivi par les regards méfiants et soulagés des habitants. Sa nouvelle maison était une ruine de pierres sèches et de lauze, à peine plus qu'un abri contre le vent et la pluie. Mais pour Silas, cette solitude forcée fut une sorte de libération. Loin des regards jugeurs, il n'avait plus à cacher sa nature profonde. La terre, qui avait été la source de sa honte, devint sa seule compagne. Il pouvait enfin explorer son monde de saveurs en toute liberté. Il n'était plus un paria. Il était un ermite, un homme libre de goûter la solitude, au sens propre comme au sens figuré. La vie de Silas dans la cabane de berger s'installa dans un rythme lent, en harmonie avec les saisons. Il apprit à survivre avec peu. Il cultivait un petit potager, chassait le petit gibier avec des pièges, et réparait sa cabane avec les matériaux qu'il trouvait autour de lui. Mais sa véritable activité, son obsession, était l'exploration. Chaque jour, il partait marcher dans les collines, non pas comme un randonneur, mais comme un géologue sensoriel. Il n'était pas guidé par des cartes ou des sentiers, mais par son instinct, par une curiosité insatiable pour le sol sous ses pieds. Son exil, qui aurait dû être une punition, se transforma en une quête, une exploration systématique du terroir de sa région. Il n'était plus simplement en train de satisfaire une compulsion. Il était en train d'étudier, d'analyser, de cataloguer. Il apprit à lire le paysage d'une manière unique. La couleur et le type de végétation lui donnaient des indices sur la nature du sol en dessous. Les zones de chênes verts et de buis lui indiquaient un sol calcaire. Les forêts de châtaigniers et de bouleaux signalaient un sol plus acide, granitique. Mais sa véritable analyse commençait lorsqu'il se penchait et prenait une motte de terre dans ses mains. Il l'examinait d'abord avec ses yeux, notant sa couleur, sa texture. Puis, il la portait à son nez. Chaque type de sol avait une odeur distincte. L'argile avait une odeur fraîche, humide, presque métallique. Le sable, une odeur plus neutre, plus chaude.
l'humus de la forêt, une odeur riche, complexe, de champignons et de décomposition. Enfin, venait la dégustation. C'était un rituel. Il en prenait une infime quantité sur le bout de sa langue, la laissant se dissoudre lentement, fermant les yeux pour mieux se concentrer sur les informations qu'elle lui donnait. Il pouvait sentir la texture, la granulosité du sable, l'onctuosité de l'argile, le côté presque poudreux du limon. Et il pouvait sentir le goût. Le goût de la terre n'était pas un simple goût de terre. C'était une symphonie de nuances minérales. Il pouvait détecter la présence de fer par un goût métallique prononcé. Le calcium du calcaire donnait une saveur crayeuse, légèrement alcaline. Le magnésium laissait une amertume subtile en finale. Il était devenu un sommelier de la terre, un expert en géophagie. Il commença à construire une carte mentale des saveurs de sa région. Il savait exactement où trouver l'argile la plus fine, celle qui laissait une sensation soyeuse sur la langue. Il connaissait la parcelle de forêt où le sol, riche en quartz décomposé, avait un goût légèrement sucré. Il avait identifié une veine de schiste qui donnait au sol un goût de pierre à fusil, presque fumé. Pour n'importe qui d'autre, ces connaissances auraient été inutiles, absurdes. Pour Silas, c'était une forme d'intimité avec son environnement. Il ne se sentait plus seul. Il était en dialogue constant avec la terre. Il était son confident, son amant. Les rares chasseurs qui s'aventuraient dans ces collines le voyaient parfois, une silhouette solitaire accroupie au milieu d'un champ, portant de la terre à sa bouche. Ils secouaient la tête et continuaient leur chemin, racontant le soir au village que le fou était toujours aussi fou. Ils ne comprenaient pas qu'il n'assistait pas à un acte de folie, mais à un acte de connaissance, une forme de science intuitive et primale. Silas n'était pas en train de manger de la terre. Il était en train de lire la biographie de la planète, une histoire écrite non pas avec de l'encre, mais avec des minéraux, des sédiments et des millions d'années de temps. Au fil des saisons et des années d'exil, la carte mentale des saveurs de Silas devint d'une complexité et d'une précision extraordinaires. Il n'était plus un simple goûteur, il était devenu un cartographe. Il avait divisé son territoire, une zone d'une centaine de kilomètres carrés autour de sa cabane, en une mosaïque de terroirs olfactifs et gustatifs. Il avait donné des noms à chaque zone, des noms qui n'avaient de sens que pour lui. Il y avait les terres rouges, une large bande de sol riche en oxyde de fer, où le goût était puissant, presque sanguin, et laissait une sensation astringente sur la langue, comme un vin très tannique. Il y avait le plateau cendré, une zone de sol volcanique ancien, où le goût était plus léger, plus minéral, avec des notes fumées et une finale qui lui rappelait la suie. Il avait cartographié le Val d'Argile, le long de la rivière, où les sols étaient lourds, collants, avec un goût frais et presque neutre, mais une texture incroyablement riche et veloutée. Sa connaissance était devenue si précise qu'il pouvait, les yeux bandés, identifier l'origine d'une motte de terre avec une marge d'erreur de quelques centaines de mètres. Sa compulsion, qui avait été autrefois une source de honte, était devenue une discipline, une science. Il commença à remarquer des corrélations subtiles. Il observa que certaines plantes médicinales qu'il utilisait ne poussaient que sur des sols au goût particulier. La gentiane, avec sa racine amère, semblait préférer les sols calcaires à la saveur alcaline. Les champignons les plus savoureux poussaient dans les sols forestiers au goût d'humus le plus prononcé. Il était en train de redécouvrir, de manière intuitive, les principes de base de l'agronomie et de la botanique. Il commença même à utiliser son don de manière professionnelle. Il aida un berger, le seul homme qui ne le traitait pas avec mépris, à trouver de nouvelles zones de pâturage pour ses brebis. Il goûta la terre et lui indiqua les parcelles où le sol, moins acide, permettait à une herbe plus riche et plus nutritive de pousser. Le berger, d'abord sceptique, suivit ses conseils et vit la santé de son troupeau s'améliorer de manière spectaculaire. Il ne le paya pas avec de l'argent, mais avec du fromage et de la laine, des biens bien plus précieux pour Silas. Mais au-delà de cette application pratique, la quête de Silas restait une quête de connaissances pures, une exploration pour le simple plaisir de la découverte. Il était un artiste, et la terre était sa palette. Il cherchait de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, des combinaisons inattendues. Il était comme un grand chef qui explore le monde à la recherche de nouveaux ingrédients. Il s'aventurait de plus en plus loin de sa cabane, dans des zones plus sauvages, plus inexplorées. Il escalada des crêtes rocheuses, descendit dans des ravins escarpés, toujours à la recherche d'une nouvelle note, d'une nouvelle nuance dans la grande symphonie minérale de sa région. Il était heureux. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentait plus anormal. Il avait trouvé sa place, sa raison d'être. Il était le gardien des saveurs de la terre, le seul homme capable de déchiffrer le langage secret que la planète écrivait sous ses pieds. Il ne savait pas encore que cette quête obsessionnelle, cette passion que le monde jugeait folle, allait le mener à une découverte qui dépasserait de loin les simples frontières de sa vallée, une découverte qui allait changer son destin, et celui de la communauté qu'il avait rejetée. Un jour de fin d'été,
Alors que la chaleur était encore lourde et que les cigales chantaient leur chant monotone, la quête de Silas le mena dans une partie des collines qu'il n'avait jamais explorée auparavant. C'était une zone aride et désolée, un plateau rocheux que les habitants du village appelaient le Causse brûlé. La légende disait que la foudre y tombait souvent et que rien n'y poussait. C'était un lieu de mauvais augure, que même les chasseurs et les bergers évitaient. Mais pour Silas, il n'y avait pas de mauvais endroit, seulement des terroirs différents à découvrir. Il marcha pendant plusieurs heures sur le plateau. Le paysage était effectivement inhospitalier. Le sol était un mélange de calcaire blanc et d'argile pâle, craquelé par le soleil. La végétation était rare, composée de quelques chênes, kermesses rabougris et de touffes d'herbes sèches et piquantes. Il n'y avait aucun signe de vie animale, pas même un insecte. Il sentit sa compulsion le gagner. Il avait besoin de goûter cette terre, de comprendre sa stérilité. Il se pencha et prit une pincée de la terre blanche et poudreuse. Il la porta à sa bouche, s'attendant au goût familier et crayeux du calcaire. Mais la saveur qui explosa sur sa langue n'avait rien à voir avec tout ce qu'il avait connu auparavant. Ce fut un choc sensoriel. Le goût n'était pas désagréable. Au contraire. Il était étrange. Il était d'abord salin, mais pas comme le sel de mer. C'était un sel plus léger, plus subtil. Puis, il y avait une note métallique très nette, mais ce n'était pas le goût lourd et sanguin du fer. C'était un goût métallique plus vif, plus propre, presque pétillant, qui laissait une sensation légèrement anesthésiante sur le bout de sa langue. Et la finale. La finale était ce qui le déconcerta le plus. Elle était légèrement amère, mais aussi, de manière inexplicable, légèrement sucrée. C'était un profil de saveur d'une complexité qu'il n'avait jamais rencontrée. La texture aussi était différente. La terre, qui semblait poudreuse, devenait presque grasse, onctueuse, au contact de sa salive. Il resta là, agenouillé, un sentiment d'émerveillement et de confusion le submergeant. Qu'est-ce que c'était que cet endroit? Quelle était cette terre? Il passa le reste de la journée à explorer le Causse brûlé, goûtant le sol à différents endroits. La saveur était constante sur tout le plateau, mais elle était plus intense dans une zone particulière, une légère dépression où la roche semblait avoir été altérée, prenant une couleur gris-vert pâle. Il était complètement obsédé. Il ne pensait plus à la nourriture, à la boisson, à la solitude. Il ne pensait qu'à ce goût. Il y avait quelque chose dans ce goût, une note étrangère, une saveur qui ne semblait pas appartenir à ce monde, ou du moins, pas au monde qu'il connaissait. Il savait, avec une certitude qui venait des profondeurs de son instinct, qu'il avait trouvé quelque chose d'important. Il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait pas les connaissances scientifiques pour l'analyser. Mais il savait que c'était unique. Il avait passé sa vie à goûter des centaines, des milliers de types de sols différents. Et celui-ci était une anomalie. C'était comme pour un sommelier de découvrir un nouveau cépage, un nouveau type de raisin que personne n'avait jamais goûté auparavant. C'était une découverte d'une importance capitale. Il sentit une nouvelle émotion naître en lui, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis son exil. L'espoir. L'espoir que cette découverte, que ce goût unique, pourrait être sa rédemption. Sa chance de prouver au monde que sa folie était en fait un don. Que l'homme qui goûtait la terre n'était pas un paria, mais un explorateur. L'obsession de Silas pour le goût étrange du Causse brûlé ne le quitta plus. Il y retourna jour après jour, négligeant son potager, ses pièges, sa routine. Il était comme un chercheur d'or qui a trouvé sa première pépite. Il passait ses journées à arpenter le plateau aride, goûtant la terre, essayant de délimiter la zone où la saveur était la plus intense, la plus pure. Il créa une carte détaillée de la région dans son esprit, une carte topographique des saveurs. Il remplit une vieille besace en cuir, celle de son père, avec des échantillons de la terre la plus prometteuse, cette argile gris-vert au goût si particulier. Le soir, dans sa cabane, il l'examinait à la lueur de sa lampe à huile, la malaxant, la sentant, la goûtant à nouveau, essayant de percer son secret. Mais il savait qu'il avait atteint les limites de sa propre expertise. Il pouvait identifier, mais il ne pouvait pas nommer. Il pouvait sentir, mais il ne pouvait pas comprendre. Il avait besoin de quelqu'un d'autre. Il avait besoin d'un scientifique, d'un géologue, de quelqu'un qui possédait le langage et les outils pour traduire ses sensations en faits. Cette prise de conscience le plongea dans un profond dilemme. Pour faire analyser son échantillon, il devait retourner dans le monde qu'il avait rejeté. Il devait affronter à nouveau le mépris, la pitié, l'incrédulité. L'idée le terrifiait. Il s'était habitué à sa solitude, à sa paix. Retourner à la civilisation, c'était comme pour un animal sauvage de retourner dans une cage. Il passa plusieurs semaines à peser le pour et le contre. Une partie de lui voulait garder son secret pour lui-même, garder ce goût unique comme son propre trésor, son jardin secret. Mais une autre partie,
une partie qu'il avait crue morte, aspirait à la reconnaissance, à la rédemption. Il voulait leur montrer. Il voulait leur prouver qu'il n'était pas fou. Il voulait que le goût qu'il avait défini comme un paria devienne la source de son salut. L'espoir, fragile mais tenace, finit par l'emporter sur la peur. Il prit sa décision. Il allait faire le voyage jusqu'à la ville la plus proche, Clermont-Ferrand, où il savait qu'il y avait une université avec un département de géologie. Il se prépara pour son expédition. Il rassembla ses maigres économies. Il mit ses plus beaux vêtements, des habits usés mais propres. Et il prit sa besace en cuir, son précieux échantillon d'espoir. Le voyage fut une épreuve. Il marcha pendant 2 jours pour atteindre le premier village, où il put prendre un bus. Le contact avec la civilisation fut un choc. Le bruit, la foule, les odeurs artificielles, tout l'agressait. Il se sentait comme un étranger, un homme d'un autre temps. Les gens le regardaient bizarrement, son visage buriné par le soleil, ses vêtements démodés, son regard intense. Il arriva enfin à Clermont-Ferrand, une ville immense et intimidante. Il trouva le campus de l'université, un labyrinthe de bâtiments modernes. Il se sentit complètement perdu. Il demanda son chemin, et on l'orienta vers le département des sciences de la Terre. Il se retrouva devant une grande porte en verre, le cœur battant. Il hésita un long moment. Il était sur le point de faire demi-tour, de retourner à la solitude familière de ses collines. Mais il pensa à ce goût unique. Et il poussa la porte. L'intérieur du département de géologie était un autre monde, un monde de couloirs bien éclairés, d'affiches scientifiques et d'étudiants à l'allure affairée. Silas se sentit encore plus déplacé ici que dans les rues de la ville. Il se dirigea vers le secrétariat, sa vieille besace en cuir serrée contre lui comme un bouclier. La secrétaire, une femme d'âge mûr à l'air sévère, leva les yeux de son ordinateur et le toisa avec un regard suspicieux. « Oui. C'est pourquoi ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « Bonjour, madame, commença Silas, sa voix un peu rauque par manque d'usage. J'aimerais parler à un géologue. J'ai trouvé quelque chose. Un type de terre. Très inhabituel. » Il posa sa besace sur le comptoir. La secrétaire regarda le sac en cuir usé, puis le visage de Silas, et son expression passa de la suspicion à un mépris à peine dissimulé. Elle avait l'habitude de voir des originaux, des chercheurs d'or amateurs, des passionnés d'ésotérisme qui pensaient d'avoir trouvé des météorites ou des cristaux magiques. « Les professeurs sont très occupés, dit-elle froidement. Si vous voulez faire analyser un échantillon, vous devez remplir un formulaire et payer les frais de laboratoire. Mais je vous préviens, c'est très cher. » Silas sentit le rouge lui monter aux joues. Il n'avait presque pas d'argent. « Je n'ai pas besoin d'une analyse complète, insista-t-il. Je veux juste un avis. Il a un goût très particulier. » La mention du goût acheva de convaincre la secrétaire qu'elle avait affaire à un fou. Son visage se ferma complètement. « Monsieur, nous sommes un département scientifique, pas un restaurant. Si vous n'avez pas de rendez-vous, je vais devoir vous demander de partir. » Silas était dévasté. Le mur du mépris, qu'il avait connu toute sa vie, se dressait à nouveau devant lui. Il était sur le point de partir, la tête basse, lorsque la porte d'un bureau voisin s'ouvrit. Une jeune femme en sortit, une blouse blanche sur les épaules, ses cheveux bruns attachés en un chignon désordonné. Elle avait entendu la conversation. Elle regarda Silas, puis la secrétaire, puis la besace sur le comptoir. Il y avait de la curiosité dans ses yeux, pas du mépris. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix douce contrastant avec celle de la secrétaire. « C'est un monsieur qui pense avoir trouvé une nouvelle saveur de terre, dit la secrétaire avec un sarcasme non dissimulé. La jeune femme sourit légèrement. Elle s'approcha de Silas. « Je suis le docteur Eva Rousseau, dit-elle. Je suis post-doctorante en géochimie. Vous dites que cette terre a un goût particulier. » Silas, encouragé par sa gentillesse, hocha la tête. Il ouvrit sa besace et lui montra la terre gris-vert. « Goûtez-la, dit-il simplement. » Eva Rousseau eut un mouvement de recul. « Je ne peux pas faire ça. Ça peut être toxique. »« Je la goûte depuis des semaines, dit Silas. Elle a un goût de sel, de métal, mais un métal léger, presque comme une pile électrique sur la langue. » La description était si étrange, si précise, qu'elle piqua la curiosité scientifique d'Eva. Une pile électrique. Elle prit une pincée de la terre entre ses doigts. Elle ne la goûta pas, mais elle sentit sa texture, fine, presque grasse. « C'est inhabituel, admit-elle. » Elle regarda le visage de Silas, son expression d'une sincérité et d'une intensité désarmante. « D'accord, dit-elle, prenant une décision. Laissez-moi l'échantillon. Je vais y jeter un coup d'œil quand j'aurai un moment. Je ne vous promets rien. »
C'était plus que ce que Silas n'avait jamais espéré. Il la remercia avec une gratitude si profonde qu'elle en fut touchée. Il lui laissa la besace et repartit, laissant derrière lui son seul espoir entre les mains d'une jeune scientifique curieuse. Eva Rousseau n'avait pas vraiment l'intention de perdre son temps avec l'échantillon du fou des collines, comme la secrétaire l'avait baptisé. Elle avait sa propre thèse à terminer, des articles à rédiger. Mais l'échantillon était là, sur un coin de sa paillasse, dans la vieille besace en cuir. Et la description de Silas, le goût d'une pile électrique, l'intriguait. Un après-midi, alors qu'elle attendait les résultats d'une longue expérience, elle décida, par curiosité, d'examiner l'échantillon. Elle en prit une petite quantité et la plaça sous son microscope binoculaire. Ce qu'elle vit la surprit. Elle s'attendait à voir un mélange de grains de quartz et de calcite, typique des sols de la région. Mais la composition était différente. Il y avait bien du quartz, mais la majorité des minéraux étaient des micas, en particulier un type de mica de couleur pâle qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Et l'argile avait une structure très fine, presque lamellaire. Intriguée, elle décida de pousser l'analyse un peu plus loin. Elle effectua un test de base, un test à l'acide chlorhydrique pour détecter les carbonates. Il n'y eut presque aucune réaction. Ce n'était donc pas un sol calcaire. Elle effectua ensuite un test de flamme, une vieille technique de chimie qui consiste à brûler un échantillon pour voir la couleur de la flamme, qui est caractéristique de certains éléments. Elle plaça une petite quantité de la poudre sur un fil de platine et l'introduisit dans la flamme d'un bec pinçant. La flamme se colora instantanément d'un rouge carmin intense et éclatant. Son cœur manqua un battement. Elle connaissait cette couleur. Il n'y avait qu'un seul élément qui produisait une couleur de flamme aussi distinctive et aussi belle. Le lithium. Mais c'était impossible. Le lithium est un métal rare, qui ne se trouve normalement qu'en très faible concentration, ou dans des saumures spécifiques en Amérique du Sud ou en Chine. Il n'y avait aucun gisement de lithium connu en France, et certainement pas sous forme d'argile dans le Massif central. Elle pensa que son échantillon était contaminé, ou que le vieil homme étrange lui avait fait une farce, en mélangeant du chlorure de lithium dans sa terre. Elle décida de faire une analyse complète, pour en avoir le cœur net. Elle prépara l'échantillon et le plaça dans le spectromètre de masse à plasma à couplage inductif, ICP-MS, du laboratoire, une machine d'une précision incroyable capable de détecter et de quantifier chaque élément d'un échantillon. Elle lança l'analyse et alla se chercher un café, s'attendant à des résultats banals. Lorsqu'elle revint une demi-heure plus tard et qu'elle regarda les résultats qui s'affichaient à l'écran, elle faillit laisser tomber sa tasse. Les chiffres étaient si extraordinaires, si complètement hors normes, qu'elle crut d'abord à une erreur de calibration de la machine. La concentration en lithium n'était pas de quelques parties par million, comme on pourrait s'y attendre. Elle était de plusieurs milliers de parties par million. Parfois, dans certains grains, elle atteignait plus de 2%. C'était un gisement d'une richesse inouïe, d'une qualité de classe mondiale. L'argile était une forme de hectorite, un silicate de magnésium et de lithium, l'un des minerais de lithium les plus rares et les plus précieux. Elle resta là, devant l'écran, complètement abasourdie. Le vieil homme, le paria, le fou qui goûtait la terre, n'était pas fou. Il était un prospecteur géochimique d'un génie absolu. Il avait réussi, avec son seul palais, à faire ce que des décennies d'exploration géologique avec les instruments les plus sophistiqués n'avaient pas réussi à faire. Il avait découvert un trésor. Un trésor qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi l'avenir de toute sa région. La découverte d'Eva Rousseau provoqua une onde de choc qui se propagea bien au-delà des murs de l'université. Après avoir vérifié et revérifié ses résultats, elle contacta son directeur de département, qui contacta le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, qui contacta le ministère de l'Industrie. En l'espace de quelques semaines, la petite région endormie de Roche Grise devint le centre de l'attention nationale. Des équipes de géologues, d'ingénieurs miniers et de représentants du gouvernement descendirent sur le causse brûlé. Ils effectuèrent des forages, des analyses sismiques et confirmèrent l'ampleur de la découverte. Le gisement de lithium était massif, l'un des plus importants d'Europe, suffisant pour répondre à une part significative de la demande croissante du continent pour les batteries de voitures électriques et les appareils électroniques. La nouvelle fit la une des journaux nationaux et internationaux. La petite communauté de Roche Grise, qui se mourait lentement, victime de l'exode rural et de la crise agricole, se retrouva soudain assise sur une mine d'or blanc. Des promesses d'investissement, d'emploi, de prospérité future affluèrent. Et au centre de toute cette agitation, il y avait un nom que personne au village n'osait prononcer sans un mélange de honte et d'admiration. Silas Moreau. Le paria, le mange-terre, le fou, était devenu leur sauveur. Une délégation, menée par le maire lui-même, fit le voyage jusqu'à sa petite cabane dans les collines. Ils le trouvèrent en train de sarcler son potager, calme et imperturbable. Ils lui présentèrent leurs excuses,
maladroite et embarrassée. Ils lui offrirent de revenir au village, de lui donner une nouvelle maison, une place d'honneur. Ils lui parlèrent de l'argent, des redevances minières, de la fortune qui l'attendait en tant que découvreur du gisement. Silas les écouta en silence, son visage ne montrant aucune émotion. Lorsqu'ils eurent terminé, il secoua simplement la tête. « Ma place est ici, dit-il de sa voix douce. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Tout ce que je demande, c'est que vous me laissiez en paix. » Il accepta cependant de les aider. Il travailla avec les géologues, les guidant, utilisant son palais pour identifier les zones les plus riches du gisement avec une précision que leurs instruments ne pouvaient égaler. Il devint une sorte de consultant, un expert respecté, mais il refusa toujours de quitter ces collines. Il avait trouvé sa rédemption, non pas dans le pardon des autres, mais dans la validation de sa propre vérité. Il n'était pas malade, il était différent. Et sa différence avait sauvé la communauté qu'il avait rejetée. Le village de Roche-Grise connut une nouvelle ère de prospérité. La mine de lithium créa des centaines d'emplois, de nouvelles familles s'installèrent, l'école rouvrit. Mais la communauté avait changé. Elle avait appris une leçon d'humilité. Elle avait appris à se méfier des jugements hâtifs et à respecter ceux qui sont différents. Silas Moreau, lui, continua à vivre sa vie simple d'ermite. Il restait une légende locale, une figure presque mythique. Parfois, des enfants du village, plus courageux et plus curieux que leurs parents, montaient jusqu'à sa cabane. Il ne les chassait pas. Il les accueillait avec un sourire doux et leur apprenait le nom des plantes, le chant des oiseaux, et parfois, si le cœur leur en disait, il leur faisait goûter la terre, non pas comme un fou, mais comme un maître partageant son secret le plus précieux, le goût de la planète elle-même.